Bienvenue à cet événement là, qui va porter sur les changements climatiques. On vise à mieux les comprendre pour établir de quelle manière on peut agir sur eux. C'est le but, hein, notre but, mais celui de bien d'autres. Alors, pour ce faire, on vous a quand même programmé une série d'activités avec des invités qui vont venir vous faire des présentations sur des thématiques qui sont variées. L'événement est pour aujourd'hui, mais aussi demain, avec donc une continuité où là, on aura d'autres conférences. Ce soir, donc, mon rôle à moi, Martin Bouchard, je suis directeur général à la Ville de Baie-Saint-Paul. Probablement que tout le monde le savait déjà, c'est que ce n'est pas une surprise. Mon rôle à moi, ça va être donc de jouer le rôle de maître de cérémonie. En fait, je vais m'assurer que ça passe bien d'une conférence à l'autre et que le temps soit le plus possible respecté, puisqu'on aura en clôture le visionnement d'un film tout en arrière ici à Maisons-Mères. Alors l'idée, c'est de réussir à se contenir dans la cédule qu'on a. Alors, on aura ce soir comme programme une présentation de Sébastien Saint-Onge, qui est de l'organisme Vote pour ça, qui est un organisme qui se spécialise en consultation citoyenne. Alors, on l'aura avec nous pour une courte présentation d'un sondage qu'on vise à réaliser au cours des prochaines semaines. Oui, hein, quelques semaines hein, que ça va durer. Et on a M. le maire qui va venir présenter le bilan du plan d'action Agenda 21. Alors, il disposera d'une vingtaine de minutes, peut-être 30. Et on s'est donné quand même un signal. Au-delà de 30, il y aura un rappel, M. le maire, dans les 5 minutes qui suivront. Et voilà que je n'aurai pas besoin de vous le présenter. M. le maire Jean Fortin, qui est en politique municipale depuis 30 ans et qui est aussi un ambassadeur, hein, donc à l'origine de toute la démarche d'Agenda 21. Alors, je vais venir vous faire probablement ce dernier bilan de son régime. On a aussi Éléonore Cusson, qui va prendre ou assumer le flambeau tout seul ce soir, parce qu'en principe, elle devait se diviser une présentation avec Lucane Tremblay, qui malheureusement a eu un petit pépin au niveau de sa santé, qui ne pouvait pas être là, mais elle nous suit, elle nous écoute, parce que vous savez, la télévision communautaire est présente, donc on est en direct, et il y aura aussi rediffusion. C'est-à-dire que même si on est limité à cause du COVID, là, la possibilité que les gens puissent participer ou du moins entendre nos conférenciers, ça va être possible par le truchement de la télévision communautaire. Alors, elle viendra nous parler, entre autres, de notre bilan, de notre portrait à nous, plus spécifique à Baie-Saint-Paul par rapport au changement climatique. Et finalement, on aura une période de questions, commentaires avec M. Saint-Onge. C'est le programme de la soirée. C'est qu'on se lance d'emblée avec tout de suite M. Saint-Onge qui va venir vous expliquer en quoi ça consiste le sondage et peut-être vous décrire, je pense que vous travaillez pour cet organisme depuis une dizaine d'années. Oui, hein? Je vais vous expliquer un peu la teneur de nos activités. C'est bien content de vous rencontrer. D'abord, ça fait spécial. Vous voir dans une salle, ça fait longtemps que je n'ai pas été dans une salle avec des gens, puis être capable de discuter autour d'un enjeu précis, ça fait du bien. Je suis vraiment content d'être ici. Nous, dans le fond, la firme Vote pour ça, on existe depuis 7 ans. Notre rôle est vraiment de prendre la parole des citoyens et de la retourner en outil d'aide à la décision pour les acteurs. On travaille beaucoup avec les municipalités du Québec. On a tout un volet changement climatique. Nos objectifs, dans le fond, c'est de comprendre les gens, leur capacité à changer, même les éléments de résistance au changement qui, pour nous, sont aussi de la donnée. On veut vraiment comprendre comment les gens peuvent adapter, mais aussi atténuer leur impact au niveau des changements climatiques. C'est vraiment notre focus. Puis on est ici à un moment précis avec Baie-Saint-Paul qui travaille en environnement depuis vraiment extrêmement longtemps.
Moi, c'est un exemple de Saint-Paul que j'ai étudié à l'université il y a vraiment beaucoup d'années au niveau des efforts en développement durable. Et puis, on est venu nous chercher pour dire à ce moment précis, dans le focus qui est autour de se donner autour des changements climatiques, comment vivent les citoyens, comment reçoivent les citoyens les objectifs d'adaptation pour les changements climatiques, qu'est-ce qui fait peur, mais surtout, comment on peut se mettre en action et puis comment on peut avoir une volonté qui est positive et qui est constructive autour de ces enjeux-là. C'est vraiment notre focus ici. Pour ce faire, je ne sais pas, ma chère Florine, si tu peux mettre « Merci ». Il y a une page de consultation, tu peux même descendre un petit peu. L'URL est très simple. Je vais vous donner un petit devoir après. Votepour.ca, ça c'est le petit jeu de communication qu'on a fait, /BSP. Ça, vous allez sur ce site-là, vous allez avoir la page de la consultation. Il y a 2 boutons en vert et puis vous allez avoir accès au questionnaire. On n'est vraiment pas une firme de sondage, là. Moi, comme je dis toujours, je suis le premier que, quand on m'appelle avec mes enfants, puis je fais ma sauce à spaghetti, puis on veut mon opinion, 2 minutes au téléphone, je raccroche toujours, je n'ai pas le temps. C'est vraiment une consultation citoyenne où on va chercher le pouls des gens. Fait que ça vous représente, c'est vos objectifs, c'est votre territoire. Fait que vous pouvez y aller. Le questionnaire est vraiment un outil, une adaptation, un moyen plutôt pour comprendre vos réalités et puis après ça, la retourner auprès de la municipalité. Et puis plus tard, à la fin des présentations, je me retiens parce qu'on m'a dit que M. le maire aimait prendre la parole. Fait que je vais tout de suite m'arrêter. Et puis, je vais tout de suite m'arrêter et puis je vous reviens plus tard avec des questions précises par rapport à ce que vous aurez entendu, mais aussi par rapport à des enjeux de la consultation qu'on pourra discuter parce que déjà, nous, quand on est là, on ramasse de la donnée. Fait que là, vous allez pouvoir vous exprimer, on va pouvoir prendre ça, le garder, le noter et puis après l'embarquer dans la consultation, dans nos outils. Merci. Peut-être le laisser ouvert, puis je le muterai. Alors, j'inviterai M. Jean Fortin à venir prendre la parole. Aussi, oui, M. le maire. En même temps, je soulignerai la présence de différents élus, qui sont d'élus qui sont présents avec nous. Aussi des membres du comité Agenda 21. J'en ai vu un bon nombre. Alors, on est content de vous voir. Puis, vous verrez que dans la salle, on a des conférenciers de demain aussi. Alors, M. Derry, Mme Varidel, alors, qui seront là demain avec nous, avec des sujets quand même très intéressants au niveau de leur conférence. Alors, d'emblée, M. le maire, je vous laisse. Merci. Alors, bonjour, pas bonsoir, bonjour, encore bonjour tout le monde. Merci d'être là, ici pour cet événement-là, mais aussi d'être ici dans cet endroit-là, à Maison-Mère. Je pense que c'est toujours un plaisir de pouvoir se retrouver ici, dans ces beaux locaux-là qui ont une signification bien importante et qui font partie de notre patrimoine à Baie-Saint-Paul. Et, vous savez, la question de la conservation du patrimoine, c'est un élément du développement durable qui est très important, il faut se le rappeler. Donc, moi aussi, je suis bien heureux d'être là. On dit que j'aime parler. Pas que j'aime ça. Comme maire, c'est pas évident d'éviter ça. Je suis très heureux d'être là pour... Martin, tantôt, disait fort probablement mon dernier bilan au niveau de l'Agenda 21, mais je suis très fier de le faire. Je vais essayer de le faire dans mon 20 minutes, mais simplement peut-être vous rappeler... au départ, que l'Agenda 21 à Baie-Saint-Paul, on l'a adopté en 2006. Tantôt, M. Saint-Onge parlait de Baie-Saint-Paul, et à l'époque, puis même encore, je le dis un peu, mais à l'époque, je disais, on s'est donné un signal ensemble. On ne changera pas le monde, là. On ne vient pas mais on se donne un signal ensemble que... le développement durable, que de commencer à penser notre monde différemment. Il faut commencer à le penser différemment. Et on doit se donner des outils pour le faire. Puis l'outil de l'Agenda 21 était pour nous, là, en tout cas, moi, quand Lucane, à l'époque, m'avait présenté ça, je trouvais que c'était intéressant dans le sens où... on arrivait avec une politique de développement durable qui ne vient pas de nous. On aurait pu se réunir, les élus de l'époque, puis dire, bon, maintenant,
voici ce qu'on veut faire en développement durable. Ça aurait été difficile parce que nous-mêmes, 2006, même là, la notion de développement durable, c'était pas si évident que ça non plus, là. Mais l'idée de l'Agenda 21, c'était de partir des citoyens, des citoyennes, des jeunes, des plus âgés, puis de les rencontrer, puis de réfléchir ensemble sur comment on voyait, avec évidemment des notions, mais comment on voyait notre... Tu sais, on commençait chez nous, hein, la question d'agir localement, c'est fondamental. Et comment on pense notre village, nous, notre ville, dans 20 ans, et à partir d'éléments de développement durable déjà reconnus. Et à l'époque, on a adopté un premier plan d'action. Puis là, on arrive, regardez, 2017-2022, donc, à un troisième plan d'action. Encore une fois, où là, on a... Puis tout le long, hein, il y a un comité de suivi. D'ailleurs, je salue, il y a certaines personnes du comité de suivi de l'Agenda 21 de la Ville là, que je salue, qui sont avec nous, qui vont être avec nous demain aussi, mais qui sont avec nous ce soir. Et... c'est déjà notre troisième. Et on n'a rien révolutionné encore. On avance tranquillement à travers ça. Et je pense et on s'est aperçu là, maintenant qu'on est même quasiment dépassé parce que ça va vite et on voit maintenant qu'un peu tout le monde, tous les citoyens sont maintenant, là, avec toute la question des changements climatiques, entre autres, je pense que tout le monde, on est interpellé par ce qui se passe maintenant. Et donc, nous, ce que je vais vous présenter là, en fait, c'est un lien, évidemment, c'est le bilan 2017-2022, qui n'est pas entièrement réalisé, vous allez le voir. Ah là, c'est moi qui ai le piton. Ça, c'est pas drôle d'avoir un piton en même temps. Ah, ça marche. OK, donc il y avait, vous voyez ici, donc, l'état d'avancement 2017-2022. Vous voyez que c'est ce qu'on voit ici en cours. Il y a de réaliser de choses que les gens nous avaient dit. Ils voyaient, ils disaient, puis je veux, ah oui, il y a une affaire que je voulais revenir aussi. Vous allez voir là-dedans qu'il n'y a pas que des choses en environnement. Ça, ce dont on parle, hein, vous savez, souvent, le développement durable, moi, j'aime bien ça, parler des piliers. Pas tout le monde qui aime ça, mais il y en a 4. Bien, il y en avait 3. Il y en a un 4e qui s'est ajouté. Hein, puis, vous savez, ça parle d'environnement, oui. Ça parle de développement économique responsable, hein, aussi. Ça parle d'équité sociale. Puis, ça parle de vitalité culturelle. Puis, c'est quand même, je pense, nous, à Baie-Saint-Paul, nos 4 piliers, mais on a de l'ouvrage à faire dessus là, pour les solidifier. Mais déjà, ils sont quand même, on a des éléments très intéressants pour dire qu'on a, nous, des bases solides pour travailler sur ces différents piliers-là. Donc, 57 % réalisés, 43 % qui sont en cours. L'enjeu 1, on avait identifié différents enjeux. L'enjeu 1, je vais attendre un petit peu, juste... OK. Donc, l'enjeu 1, c'était la démographie, vitalité économique. Donc, vous voyez là les actions, celles qui sont plus foncées, là, c'est des actions réalisées, qui sont en voie de réalisation. L'action 8, ici, revitaliser le secteur du camp en ajoutant des installations telles que le pavillon Saint-Laurent et en organisant des activités mises en valeur du marais salin, randonnée, etc. Donc, on est en phase de réalisation par rapport à ça. Les autres sont en... Donc, il y a plus... Vous avez vu tout le monde, la question du pavillon Saint-Laurent, dont l'objectif est de mettre en valeur le Saint-Laurent et le boisé du quai dans ce secteur-là. Et vous voyez déjà, ceux qui ont pu... vous avez l'occasion de voir qu'il est en construction. C'est commencé, ça a été long, mais là, c'est en train de se travailler. Les autres actions sont en cours, créer des emplois durables de qualité, développer la main-d'œuvre, optimiser le bâtiment de la maison mère et rendre disponibles des espaces pour des entreprises innovantes, élaborer une stratégie pour attirer des nouvelles entreprises à la maison mère, inclut donc le plan marketing territorial, soutenir les écoles. Et là, je vous donne des choses qui sont ressorties des consultations. Soutenir les écoles pour l'implantation de programmes sport-études et culture-études.
Élaborer un plan marketing territorial, un plan de communication pour attirer de nouvelles entreprises. Ajouter une offre d'éducation supérieure à Baie-Saint-Paul. Encourager l'achat local, l'artisanat, les produits de terroir ainsi que l'émergence de projets novateurs en agroalimentaire. Revitaliser, je vous l'ai dit tout à l'heure, le secteur du quai. Promouvoir le tourisme durable. Je vous les lis rapidement. Vous pouvez tout aller voir ça sur le site de la Ville. Il y a toute une nomenclature, puis il y a même des actions là, qui sont en lien avec ça. Mais ici, moi, je vais simplement vous dire qu'en revenir sur deux principales, l'action 5, qui est élaborer un plan marketing territorial et un plan de communication pour attirer de nouvelles entreprises et de nouveaux résidents. Donc, ça, c'est quelque chose sur lequel on a beaucoup travaillé, sur lequel on continue de travailler. Vous avez vu, on a changé l'image de marque de la Ville. Hein? Vous avez vu là un peu partout les couleurs, les différentes choses à ce niveau-là. Et pour nous, là, c'était important qu'on puisse revoir parce qu'on trouvait que entre autres, notre logo était magnifique, là, hein? Avec ici les 5 clochers et tout, mais on voulait, je pense, moderniser tout ça, aller plus loin, puis on a fait des études là-dessus, puis on est arrivé avec quelque chose. D'ailleurs, vous voyez les nouvelles couleurs. Tout le long, dans la présentation, vous voyez les nouvelles couleurs, là, le vert, je ne sais pas comment on appelle cette couleur-là. Je devrais, pourtant, j'en lis tellement avec nos PIA des couleurs, mais... mais voilà, donc, voilà. L'autre, l'action 7 également, encourager l'achat local, l'artisanat, les produits de terroir ainsi que l'émergence de projets novateurs en agroalimentaire. Vous savez, l'agenda 21, c'est des dossiers sur lesquels la Ville travaille fort, mais c'est aussi en partenariat avec plein d'organisations. Puis l'idée qu'on veut se donner, c'est d'appuyer des initiatives d'organisations, d'individus qui viennent renforcer ces actions-là. Donc ici, vous vous souvenez, l'an passé, 2020, avec la pandémie, l'Association des gens d'affaires à Baie-Saint-Paul a lancé l'idée, avec la Chambre de commerce aussi, mais particulièrement l'Association des gens d'affaires. Nous, on a engagé, en 2019, on a embauché un commissaire au développement. En fait, c'était une commissaire, donc Jenny Barrette. Et donc, on a participé à la campagne d'achat local. On a fait la mise en œuvre de diverses initiatives, rue piétonne, la collaboration aussi ciné dans le prix, ce qui s'est passé, l'arrivée marché public relocalisé au centre-ville, à Maisonneuve, le démarrage de l'étude d'une étude de faisabilité pour un pôle agro. Donc, en lien avec des entreprises locales qui voulaient prendre de l'expansion, puis des entreprises, justement, qui travaillent dans des créneaux aussi en lien avec des produits locaux et aussi des produits bio. Et donc, voilà, ça, c'est des choses qui sont réalisées. La question de l'engagement d'un commissaire au développement, on a identifié 5 créneaux de développement qui sont pour nous, qui sont pour nous des créneaux très importants. L'agroalimentaire, l'économie du savoir, l'environnement, la culture et le tourisme durable, évidemment. Donc, il y a eu également, on en est rendu là, à acheter une parcelle de terrain en lien avec le parc agro. Il y a déjà des projets d'expansion d'entreprises intéressantes ici, là, sur lesquels on travaille. L'élaboration aussi du plan d'affaires est en cours de route. Puis, un plan d'aménagement d'ensemble dans le secteur. L'enjeu 2, la qualité de vie. Donc, vous voyez ici les actions, les 2 principales actions. 1, donc, développer un programme d'aide à la rénovation pour les résidents du périmètre urbain. On est là-dedans, avec la collaboration du gouvernement du Québec, bien sûr, mais on est là-dedans actuellement. Renouveler la planification municipalité Amis des aînés. Là aussi, on est là-dedans. La MRC aussi a engagé une ressource là, pour pouvoir travailler avec nous. Et donc, notre comité travaille là-dessus, puis on a déjà on s'en vient là, avec des actions assez intéressantes à ce niveau-là. Les autres actions, c'est mettre à niveau les équipements de loisirs tels que la piscine et l'aréna, mettre en place un programme événementiel, loisirs et culture sur les 4 saisons, axé sur les sports et le plein air, améliorer l'offre d'activités de loisirs et culture et leur accessibilité, élaborer et mettre en place un plan de communication pour promouvoir les avantages de s'établir dans le périmètre urbain de Baie-Saint-Paul. On en a ciblé ici 2. Donc, mettre à niveau les équipements de loisirs tels que la piscine et l'aréna. La question de la piscine, évidemment, on a fait un choix et on est allé, puis on est allé souvent, vous savez, l'aréna. Moi, j'ose dire que l'aréna à Baie-Saint-Paul, ça fait partie de notre patrimoine.
sportif. Tout le monde, tous les jeunes ici, en patinage artistique, en hockey, puis on sait que le hockey, c'est important, et ont été là-bas. Puis là, on est très heureux d'avoir vu que notre projet, on a fait une phase 1, d'ailleurs, dans lequel on a amélioré toute la question énergétique de l'aréna. Hein, c'est fini certaines choses. Puis on a même profité de l'occasion pour installer à l'aréna la possibilité de se connecter à la biomasse. Vous savez qu'on a une centrale, tantôt je vais en reparler de la centrale biomasse, mais on s'est installé, c'est prêt si on veut, là, on peut connecter là-bas sur la biomasse pour l'aréna. Donc, la phase 2 s'en vient. On a refait différents équipements sportifs. On a aménagé un sentier de glace hivernal, donc dans le secteur du centre éducatif. Puis évidemment, on a adopté notre nouvelle politique culturelle, là, et on est donc qui est importante, puis dont la différence avec la précédente, la principale différence, c'est qu'elle est axée plus sur la participation citoyenne, sur la place des citoyens dans le développement culturel de Baie-Saint-Paul. Et donc, ça va se traduire de différentes façons, puis c'est déjà commencé. Voilà. Pour ce qui est de la planification en Amis des aînés, donc l'élaboration d'un plan d'action qui est en lien avec le programme MADA, on a la rédaction d'une politique, ça a été adopté en juin 2020, et on a déposé quelque chose pour l'obtention de l'accréditation. Donc, ça a été accordé en 2021. Et donc, évidemment, on est avec... mais on a fait une demande Primada pour ajout, entre autres, dans la ville de bancs, d'endroits pour que les gens puissent relaxer. Puis, on dit souvent, vous savez, on parle de municipalité Amis des aînés, mais les actions qu'on réalise dans le cadre d'Amis des aînés, ce qu'on s'est aperçu, c'est que ça profite à tout le monde. Ça ne profite pas qu'aux aînés, ça profite aux jeunes, à d'autres personnes. Quand on installe, quand on améliore la sécurité dans nos rues, quand sur nos trottoirs, on permet des accès plus faciles, mais on ne le fait pas seulement, on le fait souvent à la fois pour des personnes à mobilité réduite, quel que soit leur âge. On le fait pour des plus jeunes, on le fait également pour l'ensemble de la population. L'enjeu 3, protection de l'environnement, changement climatique. Donc, mettre en place les mesures prévues au plan d'action de l'eau. Hein, on le sait, Baie-Saint-Paul, on a été chanceux, nous, hein, puis je ne reviendrai pas là-dessus sur notre prise d'eau qu'on a eue au centre-ville, qu'on a découvert ici, puis qui nous permet d'être très autonome au niveau de l'eau potable, au niveau de la qualité et de la quantité. Mais, et demain, on va avoir une belle présentation sur aussi toute la question de l'utilisation de l'eau, puis entre autres pour une municipalité comme nous, touristique. Mais on a des rapports qui nous disent qu'on en consomme trop d'eau. C'est peut-être parce qu'on se trouve on est trop bien. Donc, on a pris toutes sortes de mesures là, actuellement on en a actuellement là, pour inciter les gens à consommer moins d'eau. Adopter, réaliser le plan directeur de protection des berges, on le sait ici, très important, la rivière du Gouffre, le fleuve et nos rivières, la rivière du Bras également. Il y a tout un travail à faire à ce niveau-là. Renforcer la réglementation et la protection des paysages et de l'environnement. Puis quand je reviens sur la protection des berges, de toute façon, on va en reparler. Les changements climatiques à ce niveau-là nous affectent énormément. Je ne reviendrai pas sur différents événements qu'on a eus, puis qui, d'après nous, sont liés directement avec les changements climatiques. Les coups d'eau, là, dans un seul secteur, à quelque chose d'énorme, puis qui nous a amené plusieurs problèmes et qui ont coûté des millions à la ville de Baie-Saint-Paul au cours des dernières années. Renforcer la réglementation au niveau de la protection des paysages et de l'environnement, élaborer un plan de communication pour faire connaître les services environnementaux, promouvoir le plan de gestion des matières résiduelles en collaboration avec la MRC. Et donc, en collaboration avec la MRC de Charlevoix. Et on sait là-dessus, il y a du gros travail qui est fait. Et je pense qu'il faut saluer le travail qui est fait à ce niveau-là. On est parmi les MRC, je pense, qui se démarquent à ce niveau-là, au niveau de la gestion des matières résiduelles. Consolider les développements résidentiels en place avant d'en créer des nouveaux. Adopter un plan de mobilité durable. Actualiser le plan de gestion des gaz à effet de serre de la ville. Projet vitrine du Canada, donc signature de la Charte mondiale, ce qu'on a fait. Donc, c'est une action qu'on a réalisée également.
et participer à la mise en place d'un système de transport collectif sur le territoire, encore là, en collaboration, évidemment. Les deux MRC de Charlevoix travaillent là-dessus. Et actuellement, on est à préciser des choses, à organiser ce transport-là bien concrètement pour les gens d'ici, avec des arrêts particuliers, avec des circuits particuliers et qui se rapprochent de la population. C'est intéressant, puis la Ville, on contribue là-dedans. Actualiser le plan de gestion des gaz à effet de serre de Baie-Saint-Paul. Écoutez, là-dessus, il y a 26 actions. Là. Début des travaux de construction, j'en parlais tout à l'heure, de la chaufferie. C'est plus, là, elle est sur le bord d'être inaugurée. Hein. Elle est à côté ici. Là. Elle est là, je la vois en plus. Et donc, c'est prêt. On va bientôt... C'est connecté avec Maison Mère. On attend qu'il fasse froid un peu pour pouvoir s'en servir. Mais, puis, mais en tout cas, moi, je suis très, très, très heureux de ça. Parce qu'en plus, on réussit, je pense qu'on l'écrit à quelque part, là, on réussit à s'approvisionner localement. C'était pas si évident. Là, on est avec Cédrico pour l'approvisionnement en copeaux. Puis, on est en discussion, puis on pense qu'on n'est peut-être pas loin de quelque chose avec le centre de santé, avec l'hôpital ici à Baie-Saint-Paul, pour pouvoir... On arrive, il y a un bon timing. Le gouvernement du Québec veut aussi à des exigences. Hein. Et là, nous, on arrive avec la biomasse, donc quelque chose d'intéressant là, pour pouvoir connecter là-bas. Puis peut-être, centre éducatif, on est commencé des discussions également. Donc, ça devient très intéressant comme projet. Planification de la démarche pour la réalisation d'un plan d'adaptation au changement climatique. Ça, c'est dans le cadre... On fait partie du projet Ville-Vitrine du Canada. Et là-dedans, on est en collaboration avec d'autres villes un peu partout. Puis on peut échanger de l'expertise. Puis il y a de l'émulation aussi pour améliorer notre performance au niveau des changements climatiques. C'est très important. En 2021, l'approvisionnement local en copeaux, j'en ai parlé tantôt, l'ajustement des objectifs de réduction de gaz à effet de serre de la collectivité. Donc, on a une baisse de 30 % suite à notre dernier rapport par rapport à 2005, quand même. Et là, on parle évidemment de la ville, de ce que nous, on peut contrôler. Et puis, rédaction du portrait des changements climatiques, bien ça, je pense qu'on va voir ça... C'est ça tantôt, hein, dont on parle. On va parler de ça tout à l'heure, après moi, si je finis par finir. Hein, c'est ça? Non, ça va. Ben oui, OK. OK. Bon, OK. Puis, tenue d'un événement public, bien, bonsoir tout le monde, ça l'est. C'est aujourd'hui, c'est en fin de semaine. Et évidemment, c'est un peu... On a dû, à cause de la pandémie, mais moi, je suis très heureux de voir la réponse qu'on a ce soir. C'est bien. C'est vraiment bien de vous voir. Puis, très heureux aussi de pouvoir collaborer avec TVEco parce que tout ça va aussi être vu par l'ensemble de notre population et je pense que c'est important. Donc voilà, n'oubliez pas la consultation publique, tantôt, hein, vote pour ça, surveillez ça un peu partout. Et donc, écoutez, moi, tout ce que je peux dire, il y a une partie qui est réalisée. Oui, c'est le plan de la ville, mais c'est le plan, c'est votre plan. C'est notre plan, puis c'est votre plan. Puis moi, je tiens à vous remercier, puis je sais que je vais parler à des gens aussi par le biais de la télévision, mais à remercier l'ensemble de la population pour les efforts qui sont faits. Je pense qu'on a une population qui est sensible à cette réalité-là qu'on vit maintenant. On l'entend, on le voit, puis on le voit dans des gestes. Et je pense que l'idée, c'est de poser des gestes. Hein. On le dit souvent, c'est faisable de poser des gestes. Puis je pense que Mme Varidel, demain, elle va nous en parler encore bien mieux que moi. Je la salue d'ailleurs, je la remercie d'être là. Et je pense qu'elle va nous en parler, vous en parler encore bien mieux que moi, mais que dans notre vie, puis vous savez, hein, la pandémie, ça nous a peut-être appris ça, là, que tu poses un geste individuel, hein, mais ça devient un geste collectif. Hein. Se faire vacciner, là, il n'y a pas plus individuel que ça. Mais les retombées collectives sont énormes, sont immenses. Bien, on peut dire la même chose pour les gestes qu'on pose. On n'est pas dans une période de pandémie, mais faites attention, bientôt, les changements climatiques peuvent peut-être devenir très, très difficiles à gérer si
chacune d'entre nous, on ne prend pas les mesures pour le faire. Merci et bon colloque à tout le monde. C'est d'autant bien de vous applaudir, M. le maire, que vous avez fait ça en un temps. Là. Vous êtes dans le temps. Puis l'excédent, c'était pour remercier la population de s'impliquer. Alors, c'était bien parfait. Hein? On vous remercie. On serait à l'autre étape, qui est celle de la présentation de Mme Éléonore Cusson, qui travaille pour l'organisme ZIP. Je vais lui demander de peut-être vous décrire un petit peu cet organisme avec qui on travaille déjà depuis un bon bout de temps, qui s'est associé à nous pour développer, préparer notre portrait. Alors, c'est de ça qu'il va être question, notre portrait plus spécifique à Baie-Saint-Paul. Mais Baie-Saint-Paul, il vit sur... On est dans la planète. Hein? Alors, on subit probablement les mêmes tendances. Alors, c'est ce qu'elle va faire, venir nous l'exposer. Elle a travaillé tout ça avec Lucane Tremblay, comme je vous disais, qui est absente, mais qui suit ça de loin, là, puis qui, de temps en temps, m'envoie pareil un texto pour me dire comment est-ce qu'elle trouve que ça évolue. Alors, Mme Cusson elle est bachelière en environnement, est très intéressée par tous les phénomènes qui touchent, bien sûr, les contraintes naturelles. Et elle a une expertise dans le domaine qu'on aurait de difficultés et peine à se passer. C'est vrai que si vous voulez, la parole est à vous. C'est ça, j'ai l'impression? OK. Là, c'est projeté. Génial. Donc, je vais me présenter comme il faut, parce que j'ai l'impression que je ne suis pas aussi populaire que Monsieur le maire, mais en effet, je suis bachelière en environnement. En ce moment, je travaille comme chargée de projet pour le comité ZIP du Saguenay-Charlevoix, qui est un OBNL qui œuvre tant dans la restauration que la protection de la rivière du Saguenay, puis de l'estuaire du fleuve ici dans Charlevoix. Donc, je suis devant vous aujourd'hui pour vous présenter le portrait des changements climatiques et leur impact sur Baie-Saint-Paul même d'ici 2050. Habituellement, comme monsieur l'a dit, j'étais supposée le faire avec Lucane Tremblay, mais qui n'est pas disponible aujourd'hui, mais elle représentait la ville là-dedans, puisque c'est une collaboration entre le comité ZIP puis la ville de Baie-Saint-Paul. Donc, on voulait mettre la table pour commencer en se rappelant à tous et à toutes... Comment je Bon, c'est correct, on peut collaborer. Donc, en se rappelant qu'est-ce qu'un gaz à effet de serre. On retourne aux bases, mais on voulait aussi se rappeler pour mettre au clair pourquoi on entend si souvent parler des gaz à effet de serre quand on parle de changement climatique. Donc, les gaz à effet de serre, c'est une série de gaz qui est naturellement présente dans l'atmosphère terrestre, puis qui sert à réchauffer la partie atmosphérique où on vit. Dans le fond, parmi ces gaz-là, on connaît bien le méthane puis le gaz carbonique, mais il y a également la vapeur d'eau puis le protoxyde d'azote, pour se donner des exemples, une petite liste. Il faut comprendre que sans ces gaz-là, la température moyenne de la Terre pourrait se rapprocher de près de moins 18 degrés Celsius. Donc, la vie telle qu'on la connaît ne serait pas possible. Donc, dans ce sens-là, les gaz à effet de serre, c'est essentiel. Par contre, c'est important de comprendre que depuis environ 2 siècles, en fait, depuis la révolution industrielle, la concentration de gaz à effet de serre tend à augmenter année en année, tandis qu'auparavant, c'était assez stable. Donc ça, c'est directement l'activité humaine qui vient jouer là-dedans. Par activité humaine émettrice, là, on parle de l'enfouissement des déchets, les transports, les industries bien polluantes, en fait, tout ce qui est l'utilisation des combustibles fossiles qu'on connaît comme le pétrole, le charbon, puis les gaz naturels. Il y a également la déforestation qui joue sur la concentration des gaz à effet de serre, puisque les arbres qu'on coupe, en fait, c'est directement des capteurs de CO2, donc ils permettent de rééquilibrer la quantité de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Quand on les coupe, on leur empêche de faire ce travail-là. Donc, sur le schéma ici, on voit directement l'impact des gaz à effet de serre qui, en fait, permet de conserver les infrarouges qui sont émis par la surface de la Terre, qui elle-même est réchauffée par l'énergie solaire. Puis on voit toutes les petites activités humaines là, qui émettent toutes sortes de gaz à effet de serre. Donc ici, on se présente le portrait des émissions des gaz à effet de serre qui sont émis au Québec en 2017, puisque au Québec, on n'est pas...
Bon, c'est ça que je voulais dire. En gros, qu'est-ce que je voulais dire, c'est que depuis l'annonce des réchauffements climatiques, on s'attend à ce que d'ici 2050, le Québec soit également touché par ces réchauffements-là, le réchauffement planétaire. En fait, au Québec, d'ici 2050, on devra observer un réchauffement climatique de 5 degrés Celsius pour le sud, puis un 9 degrés Celsius plutôt au nord. Donc, on a notre part à jouer aussi là-dedans. Ici, donc, le portrait du Québec en 2017. On voit qu'une grande partie est occupée par les transports à 43,3 %, suivi par les industries à 30,5 %. Ensuite, les résidentiels et commerciales à 10 %, l'agriculture à 9,8 %, puis la gestion des déchets à 5,8 %. Heureusement, l'électricité ne prend pas une grande part au Québec, puisqu'avec l'hydroélectricité, on est capable de diminuer la quantité de gaz à effet de serre qui est émis. Maintenant, si on compare avec le portrait de Baie-Saint-Paul pour la même année, on peut voir que la proportion utilisée par le transport est plus élevée, à 53 %. Ça, c'est explicable puisqu'étant une ville en région, il y a plus d'utilisation de la voiture, assurément. La part de l'agriculture est à noter ici, 27 %, qui est un grand pourcentage là, pour la région. C'est une grande activité aussi économique du même coup. Pour la question de la matière résiduelle à 10 %, on augmente quand même pas mal comparativement au Québec. C'est en raison des déchets puis la gestion des déchets ici. Maintenant que la MRC n'a pas de site d'enfouissement dans la région, il faut envoyer les déchets dans le coin de Victoriaville. Donc ça, c'est un grand transport, près de 200 km qui est impliqué. Donc c'est ça qui explique la plus grande hausse de pourcentage. Pour la suite résidentielle puis commerciale, chacun à 3 %, l'industriel à 4 %. Donc, on a décidé de se pencher sur le portrait des changements climatiques à Baie-Saint-Paul même. On a divisé l'année saison par saison pour bien voir les différents impacts, les défis, puis également les opportunités d'adaptation qu'on va pouvoir vivre ici à Baie-Saint-Paul. Donc, si on commence par l'automne, au niveau des phénomènes climatiques, on s'attend à ce qu'il y ait une augmentation du nombre de jours doux en septembre puis en octobre, donc des températures qui sont peut-être plus estivales, qui vont s'étendre là, justement dans les mois de l'automne. Puis également une augmentation des événements de précipitations intenses, donc on parle tant des pluies très violentes et plus fréquentes aussi pendant nos mois d'automne. Donc, les températures plus chaudes pourraient amener les touristes à venir pendant une plus longue période de temps à Baie-Saint-Paul pour profiter du plein air. Donc, l'industrie touristique devrait s'adapter à ce genre de changement-là. Également, au niveau plutôt de l'agriculture, on s'attend à un prolongement de la saison des croissances des végétaux. Donc, justement, avec des températures plus chaudes plus longtemps, certaines espèces vont pouvoir être même replantées plus longtemps puis avoir une période de croissance plus élevée. Également, à noter qu'il y aurait une diminution des pertes des récoltes associées au gel. En fait, le gel qui devrait être décalé probablement, donc moins de pertes hâtives là, pendant la saison d'automne. Concernant les fortes pluies, par contre, ça c'est un sujet qui concerne peut-être plus la municipalité, mais des pluies qui sont violentes, des fois peuvent avoir de la difficulté à être gérées par les égouts. Donc, c'est un risque de dépassement de capacité des réseaux d'évacuation des eaux là, pour la municipalité. Maintenant, pour l'hiver, qui est une saison également très achalandée pour Charlevoix, puis plutôt pour ses sports d'hiver, puis de glisse et de neige. Donc, on s'attend à une augmentation des températures moyennes. On parle pour le jour le plus froid en moyenne, d'ici pour la période de 2021 à 2050, une moyenne de moins 27,6 degrés, alors que de la période de 1981 à 2010, on avait une moyenne de moins 30,5 degrés. Donc, quand même une bonne différence là, en termes de température. Ensuite, une augmentation des redoux de décembre, en fait, qui va devenir de plus en plus fréquent. Comme on a vécu cette année, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y a eu une période assez chaude qui a fait fondre la neige d'un seul coup. Puis ça peut avoir un impact sur les rivières, par exemple, là, qui se retrouvent à avoir un grand apport en eau rapidement. Également, on s'attend à avoir des augmentations de précipitations sous forme de neige dans les régions éloignées du fleuve, alors que pour les régions qui sont plus près du fleuve, on verrait une diminution de ces précipitations là, sous forme de neige.
Également, les froids intenses devraient diminuer. On s'attend à ce que 16 jours de gel de moins en moyenne par année, donc un nombre de 163 jours pour la période de 2021 à 2050. Et comme je disais tantôt, un raccourcissement de la saison hivernale qui va se faire gruger un peu par l'automne plus chaud puis le printemps plus actif. Donc, ça peut jouer sur les différentes industries du tourisme, de sport d'hiver, justement. Comme je viens de dire, là, ici, moins de neige, mais également, c'est plus difficile d'avoir des températures froides stables. Donc, ça joue aussi sur la glace, puis sur les pentes de ski, par exemple, qui doivent faire de la neige. Donc, justement, une augmentation du besoin de neige artificielle, mais c'est important de comprendre aussi que s'il n'y a pas en bas de 0 degré, si la température n'est pas adéquate, bien, même cette neige-là est difficile à conserver. Donc, raccourcissement de la saison là, pour ces centres de ski. Également, moins de neige, la fonte des neiges, moins de glace aussi veut dire une hausse du niveau marin qui peut avoir un impact direct sur l'érosion des berges. Les berges qui sont d'autant plus pas protégées par la couche de glace, là, les zones de tempête viennent encore plus violentes sur nos rives puis le littoral. Si on peut finir la saison de l'hiver sur un point positif, ben ça serait la réduction du coût de chauffage. D'un sens, l'hiver qui va devenir de plus en plus chaud, ben ça va nous faire économiser sur l'énergie justement à chauffer nos maisons. Maintenant, pour le printemps. Encore une fois, c'est assez récurrent dans les saisons, mais une augmentation des températures moyennes. Puis on dit bien moyen, puisque durant la saison, on s'attend à ce qu'il y ait des variations, mais en général, on parle d'un réchauffement. Donc la saison chaude qui est plus hâtive, le printemps qui va arriver un petit peu plus tôt, puis avec des températures un peu plus chaudes. D'ailleurs, pour le mois de mars, on parle de plusieurs douds. À peu près, d'ici 2050, on dit que la moitié des jours de mars connaîtront des températures au-dessus de 0 degré Celsius. Donc, ça veut dire aussi une fonte des neiges, des glaces assez hâtive. Aussi, pour le mois de mai, on parle d'une augmentation du nombre de jours là, avec des températures entre 20 et 25 degrés Celsius, qui est des températures assez estivales, là, on peut se dire, qui arrivent plus tôt aussi en saison. Également, dans les changements climatiques, on verrait des précipitations totales qui augmentent aussi pendant la saison du printemps. Ce qui peut avoir un enjeu sur la crue printanière, en fait, là, donc l'ajout de les grandes pluies mélangées à la fonte des neiges là, qui est plus hâtive. Bien, ça remplit nos rivières. Puis un peu partout au Québec, là, on est aux prises avec des problèmes d'inondation printanière. Donc, ça serait un risque grandissant. Donc ici, on a des photos de la rivière du Bras là, qui a grugé une infrastructure à Baie-Saint-Paul. Donc le risque d'érosion qui est amené directement par les inondations violentes risque d'augmenter également. Pour la saison estivale, qui est une saison très achalandée à Baie-Saint-Paul pour les touristes, puis aussi pour ces citoyens qui profitent de l'extérieur, bien, on va observer une augmentation de température moyenne, encore une fois. Par contre, l'été, on le sent encore un peu plus. Et quand c'est des chaudes températures, c'est plus difficile côté personnel. On parle de 1,7 degrés Celsius de plus par rapport à la moyenne de 1981 à 2010, là, concernant les journées les plus chaudes. Ensuite, non seulement les journées vont être très chaudes, mais on s'attend aussi à avoir des durées de canicule un peu plus grandes. Comme on a connu cet été, ça dépasse les 2-3 jours. Puis ça, c'est des longues périodes de chaleur, mais aussi de sécheresse. Donc, on parle d'une moyenne de 6,9 jours là, qui dépasserait la température de 30 degrés Celsius pour la période de 2021 à 2050. Également, une augmentation de la sévérité des précipitations intenses. Par intense, on veut dire une pluie violente. Là, à force de faire très chaud, des fois, les évaporations s'accumulent. Puis quand ça tombe, un peu des pluies tropicales là, qu'on pourrait s'imaginer. Donc, de plus en plus violentes. Et les grandes chaleurs, les grandes périodes de chaleur vont aussi également jouer dans le niveau des eaux des rivières. Donc, l'étiage estivaux plus sévère et plus long. L'étiage étant à l'inverse des crues, là, donc c'est le moment de l'année où les rivières sont à leur plus bas.
Donc, ces périodes-là qui vont s'étaler. Puis, ça peut jouer sur les sports nautiques, par exemple. Cette année, il a fallu arrêter. Quand il n'y a pas assez d'eau dans la rivière, par exemple, on évite de l'utiliser. Donc, pour les impacts durant l'été, bien là, on parle plus du côté agricole. Ça peut jouer sur la vulnérabilité de certaines cultures. On parle, par exemple, des céréales qui peuvent avoir plus de difficultés à tolérer des grandes chaleurs. Donc, à ce moment-là, bien, on suggère aux agriculteurs de peut-être penser à des nouveaux cultivars qui sont plus résistants à des températures là, plus chaudes, plus changeantes aussi. Également, à ce niveau-là, l'augmentation des insectes ravageurs puis des parasites. Cette année, par exemple, le ver de gris qui a eu une grande explosion là, en raison des températures chaudes, c'est le genre de situation qui permet à l'espèce de se reproduire. Donc, une augmentation de ce type de parasites-là dans les cultures. Du côté plus milieu naturel, on pense aux espèces exotiques envahissantes, là, comme la berce du Caucase, la phragmite, puis la ranouille japonaise, qui sont très à l'aise dans des milieux assez chauds, donc qui vont se propager jusqu'à faire de la compétition avec nos espèces indigènes. Puis du côté animal, ben, il y a certaines espèces qui vont commencer à migrer plus au nord pour retrouver le milieu un peu qu'eux apprécient. Donc, ça se peut qu'on ait l'arrivée de nouvelles espèces chez nous. Également, les grandes canicules, les grandes sécheresses, ça cause des stress hydriques dans les cultures. Donc, encore, les agriculteurs qui devraient peut-être commencer à penser à de l'irrigation, à développer des systèmes d'arrosage. Puis ça augmente également la demande en eau pour la municipalité. Donc, ça a un impact direct sur la ville de Baie-Saint-Paul. Si on parle du côté plus urbain, aggravation des conséquences liées aux îlots de chaleur urbains. Ça, c'est les grandes plaques de pavés qui accumulent la chaleur, puis où on peut vivre une augmentation de quelques degrés Celsius, même par rapport à un îlot vert, là, par exemple. Aussi, ça, c'est un peu comme un cercle vicieux avec le réchauffement climatique, avec le réchauffement des températures, en fait. Les gens sont plus portés à utiliser de la climatisation. Plus de climatisation, un usage plus d'énergie, émissions de GES. Donc, c'est un peu de prendre conscience que si la tendance se maintient, si on ne prend pas conscience des impacts qu'on a, on va tendre vers une plus grande émission aussi de gaz à effet de serre. Les grandes sécheresses encore, là, plus dans le milieu naturel, comme je disais tantôt, là, à chaque été, il y a des périodes de haut risque de feux de forêt, mais ces périodes-là risquent d'augmenter en temps, puis faire attention à justement tout notre usage là, quotidien, là, des mégots de cigarettes ou des petits feux de camp. Là, c'est des périodes qui sont très à risque pour partir des feux. Donc ici, on a ressorti les aléas principaux du portrait des changements climatiques de Baie-Saint-Paul qui ont été faits à l'aide de documents de plusieurs partenaires comme l'OBV de Charlevoix-Montmorency, du Comité ZIB, de la ville de Baie-Saint-Paul, d'Uranos. Puis, on a ressorti en ordre d'importance les aléas les principaux que la ville de Baie-Saint-Paul va devoir faire face. Donc, en numéro 1, on a l'érosion des berges. Comme disait M. le maire tantôt, c'est quand même un enjeu très important pour la région. Puis, comme beaucoup de villes, en fait, côtières là, au Québec. Également, les précipitations abondantes puis les inondations, comme on l'a vu tantôt. Le mouvement d'espèces, puis des événements climatiques extrêmes. Donc, on voulait terminer la présentation en se rappelant que c'est pas trop tard pour agir puis essayer de freiner les changements climatiques en agissant tant dans notre quotidien que globalement, là, comme en tant que ville, puis en gérant nos déchets, en luttant contre la déforestation, puis en repensant nos transports, par exemple. Puis je vais lancer la balle à Vote pour ça, qui devrait partir de la conversation pour voir ce que vous en pensez de ces idées-là, qu'est-ce que vous avez pensé de la présentation aussi, puis des annonces qu'on a faites un peu, qui peuvent paraître épeurantes. Puis, on veut avoir votre point de vue là-dessus. Là, fait que... Merci, Léonard. C'est bon. Très gentil. J'apprécie beaucoup cette... Ce que je trouve intéressant de cette présentation-là, c'est qu'elle ne fait pas peur. T'sais. On aborde des enjeux qui sont sérieux, mais ce n'est pas comme
tétanisant, puis c'est très adapté aussi à votre région, à votre communauté, qu'est-ce qui se passe directement chez vous. Pour en avoir vu plusieurs, là, des présentations sur les changements climatiques, celle-là est vraiment très intéressante, très dynamique. Donc voilà, moi, ma job, c'est surtout de vous faire parler. Fait que je réussis quand c'est pas moi qui parle, c'est plus de votre côté. Et puis ici, je peux relancer la discussion. J'ai quelques points là, qui vraiment ils sont en lien avec la consultation citoyenne qui est en cours pour vous relancer. Mais je vais vous lancer la balle au bon dans 1 minute ou 2 à propos de comment vous recevez cette présentation-là, comment vous le voyez pour vous, pour votre région, pour votre aspect citoyen dans votre vie de tous les jours. C'est vraiment ça qui nous intéresse. Cette information-là est colligée de manière anonyme par mon collègue. Fait que il y a plusieurs manières là, de participer à la consultation en ligne, la diffuser dans vos réseaux. Ça, je vous ai parlé de devoir tantôt. C'est très important de la référer. Si tout le monde ici la réfère à 2 personnes, on se ramasse déjà à presque plus de 100 participants. Plus qu'on a de gens qui ont participé à la consultation, plus que les outils au bout de la ligne vont être utiles, pratiques et vont mieux vous représenter. Fait que ça, c'est votre devoir, je vous surveille. Et puis, donc voilà, puis pour participer, là, en période de pandémie et tout, on ne peut pas mettre de micro à cause qu'il faudrait le désinfecter à chaque fois. Fait qu'on peut y aller de différentes manières. Vous pouvez vous lever, vous pouvez avoir une question. Je peux prendre les tours de parole comme ça, si vous le sentez. Si jamais vous avez moins envie, je peux aussi mettre mon masque, me déplacer. Non, pas vous donner le micro, je viens de le dire, je ne peux pas faire ça. Mais je peux aussi écouter votre question, si jamais, et la répéter au micro pour que tout le monde l'entende. Et aussi, après, juste avant la production du film, nous, on va sortir, puis c'est aussi possible là, de venir nous discuter. On ne se sauvera pas au moment du film. Fait qu'on peut continuer, poursuivre la discussion en arrière, puis toute cette information-là va être recueillie. Fait que moi, j'ai vraiment envie, je vous retourne à ce moment-ci, la balle au bon. Comment vous voyez ça pour votre région, dans votre rôle à vous, chez vous? Est-ce qu'il y a non seulement des inquiétudes, mais aussi peut-être des projets qui sont porteurs de votre côté? Vous voyez peut-être des éléments qui... Ah oui, mais on est déjà en mouvement sur cet aspect-là, puis moi, je trouve que ça marche bien. Je trouve que ça fédère les acteurs dans mon milieu, et puis il est possible d'avancer sur cet enjeu-là. On peut aussi le voir d'une manière très constructive. Est-ce que vous voyez des impacts de votre côté, dans la population, dans vos maisons même, parce qu'avec la pandémie, je ne sais pas comment vous l'avez reçu, mais c'est quasiment une copie carbone des fois de ce qui peut arriver de la même manière, voire en pire plus tard. Je parle vraiment de les ruptures au niveau des sacs d'approvisionnement, au niveau des épiceries et autres. Il n'est pas, malheureusement, là, peut-être que c'est quelque chose qui va survenir de nouveau, donc peut-être vous pouvez vous baser aussi sur ce vécu-là. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a envie de prendre la parole sur comment vous recevez les impacts dans votre région? La question du jardinage, pas seulement à Baie-Saint-Paul, mais dans les ruelles de Montréal, dans les ruelles de Québec, la question de l'agriculture urbaine a des effets non seulement sur les tomates que vous mangez, mais surtout sur le sentiment d'appartenance à la collectivité, le lien que ça provoque. Et ça nous sort du sentiment d'impuissance que la catastrophe annoncée nous amène, puis c'est probable que ça va être ça, hein? C'est probable que ça va mal aller pour nos petits-enfants, là. Et bon, voilà. Donc, l'idée qu'il faut s'annoncer, amener les politiciens à se compromettre de façon beaucoup plus marquée parce qu'on en demande, parce qu'on sait que le mur s'en vient. Voilà. Quelqu'un d'autre avait levé la main? Oui, monsieur, au fond. Dans le fond, je voulais juste faire un rebond sur l'histoire que l'origine de l'augmentation des gaz à effet de serre a commencé il y a 200 ans à la révolution industrielle, puis que finalement, on ressent que c'est surtout notre mode de consommation, notre façon de consommer, puis notre façon de produire les choses qui a fait que tout ça a été déclenché. Et on est tous un petit peu des consommateurs. En fait, on fait des achats tous les jours. Et puis, dans le fond, on pourrait essayer de résoudre le problème en changeant nos habitudes de consommation. Puis, quand on regarde un petit peu les différentes lignes qu'il y a au tableau ici, s'il y a un dénominateur commun qui les réunit, c'est vraiment changer nos habitudes. C'est modifier nos habitudes alimentaires, réduire notre consommation de viande, passer à l'économie circulaire, gérer nos déchets. Tout ça, là, c'est des actions concrètes de tous les jours. Et changer ses habitudes, c'est très, très compliqué. C'est très compliqué parce qu'on est tous dans notre zone de confort, on a tous nos habitudes. Changer nos comportements, c'est déstabilisant, puis ça prend du temps surtout. Fait qu'il ne faut pas être pressé, il ne faut pas se dire que dans 10 ans, ça va être réglé tout ça, mais ce qui est encourageant, c'est de se dire qu'on se donne du temps, on se dit 2050, bon, ben 2050, c'est loin et proche en même temps.
Fait que je pense que peut-être que plus on vieillit aussi, moi je le conçois ou je remarque que je suis moins prêt aujourd'hui qu'avant de changer mes habitudes. Ouais. Fait que peut-être qu'il faut se dire, parlons-en, parce que pour régler un problème, déjà, c'est d'être conscient que le problème existe, d'en parler aux gens, de sensibiliser les gens autour de soi que le problème existe, puis que peut-être que en faisant des petites actions tous les jours, on va pouvoir résoudre une partie du problème, puis que de se fier sur les générations d'après, si on leur enseigne les bonnes méthodes, bien, on risque d'avoir des vrais résultats, je pense. Donc, il ne faut pas se décourager, puis juste ne serait-ce que d'en parler autour de soi, c'est déjà une très bonne chose. Vous mettez le doigt sur un enjeu important, la consommation, puis on le voit avec on est tous un peu coupables, là, avec l'achat en ligne notamment, où l'impact carbone de la consommation augmente tellement. Ici, vous êtes chanceux, vous avez quand même beaucoup de production locale, mais la notion aussi de distribution alimentaire en circuit court, s'approvisionner localement est très importante. Puis ça, c'est des actions qui peuvent être faites à différents niveaux. Fait que votre point, je l'apprécie parce qu'on peut comme l'extrapoler un petit peu dans différentes échelles de prise de décision au niveau de la municipalité, de la MRC. C'est un bon point. Oui, allez-y, Mme Varidel. Dire un petit mot. Bonjour tout le monde, puis merci d'organiser un tel événement. Merci pour le bilan qui a été si bien présenté, puis de jouer le rôle de pionnier que vous êtes, Baie-Saint-Paul, pour plein d'autres municipalités. Je voulais juste revenir sur ce que vous disiez à propos de la consommation, puis en même temps faire un lien avec les élections qui s'en viennent tant au fédéral qu'au municipal. Le rôle qu'ont à jouer nos élus en termes d'architecture des choix. Il faut rendre les choix qui sont plus écologiques, les choix qui nous permettent d'avoir la plus petite empreinte écologique possible, beaucoup plus facile et moins coûteux. Et ça dépend de politiques publiques, ça dépend de choix qui font en sorte que c'est plus facile de se déplacer de manière durable que chacun avec son auto solo. C'est plus facile de partager des ressources que d'en être tous propriétaires, puis de voir les bénéfices qui sont là aussi, même sur l'économie, sur notre portefeuille, parce que consommer moins, c'est souvent aussi économiser, et les bénéfices plus globaux sur la santé, parce que ça, je pense que c'est peut-être un élément qui aurait pu ressortir un peu plus. Souvent, on parle d'environnement, mais on ne voit pas, par exemple, comment les épisodes de canicule ont un impact sur le taux d'hospitalisation et même la mortalité qui augmente beaucoup dans ces cas-là. Alors que si on fait une analyse un petit peu plus globale, puis on regarde justement les coûts environnementaux et sociaux, on réalise à quel point on a tous tellement avantage à investir dans la transition puis dans des choix collectifs. Puis je pense qu'il faut arrêter d'opposer aussi choix individuels et collectifs et voir comment nos choix individuels influencent les choix collectifs et les choix collectifs influencent les choix individuels. C'est des vases communicants qui doivent aller ensemble et pour lesquels on a tous un rôle tellement plus grand à jouer qu'on serait porté à le croire devant ces données qui peuvent sembler abrutissantes des fois ou apeurantes. Madame Varidel, notre conférencière de demain, alors vous allez voir, elle a beaucoup à nous dire. Merci. Merci. Merci, madame. C'était très intéressant, tout ce que vous avez dit. Moi, je voudrais vous faire part un petit peu de mon expérience personnelle. Je suis une nouvelle résidente ici à Baie-Saint-Paul. Oui, d'accord. Et je viens de Longueuil, où je faisais du compost. Et on avait des bacs, c'était tout facile de s'intégrer à faire du compost puis du recyclage. Ici, j'habite un bloc où il y a 24 unités de condos à louer. Et la difficulté, c'est qu'il y a des bacs en arrière qui sont placés au bout de notre propriété, mais il n'y a pas de bac pour le compost. Alors, je suis allée à MRC, je suis allée demander mon bac personnel, puis j'ai demandé aussi de pouvoir, la possibilité d'installer
des bacs à l'extérieur pour que les résidents puissent faire du compost. Mais ça m'a surpris puis déçu en même temps de réaliser que c'est une nouvelle propriété. Tu sais, je veux dire, tout ça, c'est les gens arrivent d'un peu partout dans le Québec, de Laval, de Montréal, et de ne pas avoir cet accès-là facile. J'ai été obligée de me déplacer, savoir où était l'hôtel de ville, la MRC, etc. J'ai fait déjà des démarches, mais ça fait un mois de ça, j'ai aucune réponse. Alors, je voulais vous faire part de ça. Merci. On a entendu votre message. Hein? Alors, Il est voir enregistré. comment on peut y donner suite, oui, effectivement. Puis vous pouvez en parler positivement autour de vous aussi. Quand le bac va arriver, vos voisins vont être enseignés, puis... Oui. Merci beaucoup. Oui, madame. Oui, bonsoir. Mon nom est Jocelyne Simard. Je suis résidente ici depuis 10 ans. La seule chose à laquelle je n'ai pas pensé, moi, il y a 10 ans, quand j'ai quitté Montréal pour venir ici, c'est que n'ayant pas de voiture, je deviendrais très dépendante de mes amis qui en ont une. Là, je veux lancer un appel particulièrement aux élus qui sont ici. Moi, je dépendais beaucoup du service d'Intercar pour aller à Québec, par exemple. On nous offrait un service vraiment intéressant avec 3 départs par jour, aller-retour. Depuis la pandémie, Intercar a cessé de nous offrir ce service. Et j'ai écrit 4 fois au ministre Bonnardel. Inutile de vous dire qu'il n'en a rien à foutre parce qu'il est préoccupé par le 3e lien à Québec. Mais on m'a toujours répondu très poliment en me disant qu'on prenait mon dossier à cœur. J'ai téléphoné plusieurs fois à Intercar pour leur demander de rétablir au moins un service aller-retour, une journée par semaine. Et on m'a dit, oui, ça s'en vient, ça va venir. Et moi, je suis un peu, je ne dirais pas désespérée, bon, mais je trouve que cette prise de conscience concernant l'importance du transport en commun, elle reste encore à faire. Moi, quand j'avais 12 ans, parce que mes parents sont nés aux éboulements, quand je venais à Baie-Saint-Paul, quand j'étais jeune, j'étais en amour avec les montagnes. Et je disais, moi, quand je vais être vieille, je ne le suis pas encore, mais je disais, quand je vais être vieille, je vais venir habiter ici. Mais quand je suis arrivée ici, oui, j'adore la nature, mais il y a tellement de voitures, de 4x4, des gens qui laissent leur moteur rouler pendant qu'ils sont en grande conversation avec leurs voisins. Et oui, je sais qu'il y a du covoiturage qui se fait. J'ai essayé sur Internet, mais on m'offre une allée le matin, mais on ne m'offre pas nécessairement de revenir. Donc, bref, le transport en commun, là, c'est important, aussi important peut-être que les jardins collectifs, parce que, on l'a montré, notre moyenne de production de GES à Baie-Saint-Paul via le transport est plus élevée que dans tout le Québec. Il y a des touristes, il y a un touriste récemment qui est venu ici, qui a publié un article dans le Charlevoisien, qui s'étonnait de voir la quantité de voitures, pas de percomètre sur Saint-Jean-Baptiste, la quantité de voitures. Il y a même une dame qui a écrit pour dire à quel point elle se sentait menacée quand elle fait de la bicyclette sur le pont Leclerc. Donc là, je m'adresse aux élus parce que le problème est politique aussi. Il faut absolument qu'Intercar, qui a reçu des subventions du ministère des Transports, fasse sa job et nous offre un service digne de ce nom. Parce qu'en ce moment, là, si je veux aller à Québec, je pars à 7h45 le soir. On m'oblige à coucher à Québec, puis je dois revenir le lendemain matin à 9h15, 9h30. Alors, qu'est-ce que je vais aller foutre à Québec pour passer la nuit? Tandis qu'il y a des gens ici, des aînés qui comme moi, n'ont pas de voiture, doivent aller à Québec pour un rendez-vous médical ou simplement pour le plaisir d'aller à Québec. Et actuellement, on ne peut pas le faire encore en faisant un aller-retour dans la même journée. Et moi, je trouve que ce serait important qu'on s'en occupe de ça. Merci. Merci, madame. J'entends bien votre propos sur les transports et qui se divise en deux. Tu sais, vous avez les transports interrégionaux, puis effectivement, la pandémie a comme réduit les services un peu partout au Québec, là. J'ai l'impression que ça se replace tranquillement, pas vite, mais
pas assez vite pour les besoins de la population. Puis vous avez bien parlé des enjeux de transport locaux à Baie-Saint-Paul. Je peux vous rassurer, dans les ateliers à date que j'ai avec les gens de Baie-Saint-Paul, les différents acteurs de la communauté, c'est un enjeu qui est considéré, puis que les gens veulent se mettre en mouvement autour de cet enjeu-là. Fait que vous avez quand même un écho. Oui, allez-y. Ça prend un micro, par exemple, à la télé. On m'a bien averti. Ah, OK. On revient à vous après, madame. Excusez-moi. Oui, bonjour. Jérôme Laflamme, résident de Baie-Saint-Paul. Merci à Laure Varidel, parce qu'il y a beaucoup de gens de ma génération qui ont été conscientisés grâce à vous. Je pense notamment avec un indicatif présent quand vous alliez là. Donc, c'est une inspiration. Merci beaucoup. Merci beaucoup aussi au maire, M. Fortin, qui fait que Baie-Saint-Paul est quand même, surtout pour sa taille, vraiment une municipalité à l'avant-garde au Québec. Et puis, j'ai raté le début de la présentation parce que je travaillais encore. Donc, je m'excuse si ça a été abordé dans la présentation du plan de Baie-Saint-Paul. Mais je pensais à ça aujourd'hui. Je lisais le Charlevoisien sur mon heure de dîner. Puis, on annonçait un nouveau projet d'une station Shell puis d'un AEW, donc au coin du chemin de l'Équerre puis du boulevard Monseigneur de Laval. Et puis, je sais évidemment qu'on est dans une économie libre. Tous les commerces ont le droit de s'implanter, mais il y a quand même des plans. Il y a la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, il y a les OGAT, il y a toutes sortes de choses qui nous aident à régir notre développement du territoire. Et puis, je pensais que je m'en venais ici ce soir, puis je me disais que c'est difficile. Ce n'est pas une accusation envers la ville, toutes les municipalités font face à ces défis-là. Donc, comment on fait quand des entreprises comme ça veulent venir s'établir sur notre territoire, mais on sait que ça va amener des gens à une commande au volant, qui vont entendre dans leur auto, comme au McDonald's, on a déjà. On sait qu'il y a un dépanneur où on vend des produits assez standardisés, des plastiques à usage unique. Donc, je ne sais pas, c'est une question. Je ne sais pas qu'est-ce que les municipalités font pour se sortir de ce modèle-là un peu. Donc, parce que je veux dire, c'est tentant. Moi, je veux dire, hier soir, nos petits restaurants locaux étaient fermés. On a été chanceux, on est arrivé à temps, mais si c'était 10 minutes plus tard, on serait allé au McDonald's pour une poutine. On serait allé au service à l'auto. On le fait tous à un moment donné. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour s'en sortir? Je ne sais pas, mais je pense que c'est important qu'on continue. Ma conclusion, c'est quoi? C'est qu'au fur et à mesure où le Baie-Saint-Paul continue son action en matière de développement durable et sa lutte au changement climatique, il faut noter, c'est ça qu'on fait tous des choix collectifs, des choix individuels qui font qu'on va peut-être se ramasser avec un AEW à Baie-Saint-Paul et que nous, en tant que citoyens, on va peut-être y aller à un moment donné, mais ça ne nous aide pas. Donc, je ne sais pas comment on règle ça, là, mais voilà. Donc moi c'est Laurence aussi, je suis résidente à Baie-Saint-Paul. Puis je voulais... Ah, il faut que je me lève en plus. Oui. Et en fait, on parlait du transport quand j'ai levé la main, OK. Oui. C'était aussi pour faire remarquer que moi, j'ai un véhicule, je le partage avec des nouveaux arrivants et je le partage avec mes voisins. J'ai une souffleuse que je prête à toute la rue. C'est un peu pour revenir sur C'était la question que vous aviez posée. Que faites-vous de votre côté pour initier des petits changements? C'est tous des changements que j'ai déjà initiés avant la COVID même. Et puis, parce que je crois que notre force, ça va être... Il faut bâtir une communauté forte, je pense. Pour ce qui s'en vient, il faut bâtir une communauté forte. Il faut bâtir une communauté où les gens sortent dans la rue, ils connaissent leurs voisins, ils les connaissent par leur petit nom. D'où ma petite soirée couscous après la récolte du potager commun. C'est des petites choses comme ça. Je voulais juste... C'est un bon point qui est essentiel. Un tissu social plus fort fait qu'on traverse mieux les crises. Et... Pour M. le maire. Ah, M. Derry avant. Merci. Merci. Non. Pas de chance, pas de chance. Moi, j'ai écouté, j'ai bien aimé pas mal tous les commentaires qui ont été... Puis je note des choses, je reviens un peu aux présentations parce qu'on a parlé au début de pas de panique. Vous n'avez pas senti, M. Saint-Onge, de panique dans la manière dont ça a été présenté. Puis peut-être que ça vient du fait qu'avant, on avait eu la présentation du bilan, puis que ça fait 15 ans déjà qu'on avance tranquillement, pas à pas. Puis c'est peut-être pour ça
on n'est pas paniqué face à ça. Donc ça, je pense que c'est intéressant. J'ai noté 2 types de besoins. Il y en a, les premiers besoins, je pense qu'on a des choses qu'on a besoin de faire par rapport au plan des changements climatiques. Ça n'a pas été évoqué dans vos... On est resté sur le plan des actions, c'est peut-être ça qui est le plus important, mais un premier besoin, pour moi, c'est le besoin de vigilance. Besoin de vigilance parce qu'il y a beaucoup de nos habitudes qui deviennent des habitudes à risque par rapport à ce qui s'en vient, des habitudes par rapport à nos comportements agricoles, nos comportements par rapport à faire un feu avec des amis le soir. On a tendance à être négligent. Là, on ne pourra plus être négligent par rapport à la gestion de l'eau, par rapport aux précipitations. De plus en plus, il va falloir être un peu plus vigilant dans nos habitudes. Ça, c'est une première chose. Besoin d'action, vous l'avez dit, les petites actions, les petits changements, ça c'est fantastique, c'est vraiment des choses qui permettent d'avancer. Le problème, c'est que je ne veux pas être pessimiste par rapport à ça, c'est que c'est insuffisant. Si vous allez voir, vous allez faire votre empreinte écologique personnelle, puis vous dites, OK, même si je triche un peu, puis je la mets le meilleur, tu sais, je suis devenu végétarien, je voyage plus, je voyage à pied, tout ça, vous allez vous retrouver à consommer 2 planètes pareilles. Un enfant qui naît au Canada se retrouve avec une consommation déjà qui est très élevée à cause de nos choix collectifs. Puis c'est là que les éléments que vous avez évoqués, il y a quelqu'un qui a parlé du sentiment d'impuissance, de se sentir, d'avoir un peu plus d'empowerment là-dedans. Là, c'est là que les actions citoyennes peuvent... Il faut faire changer des choses, il faut changer nos petites habitudes, mais même à Baie-Saint-Paul, moi, j'ai l'impression qu'avec... Laure a parlé tout à l'heure de l'influence de Baie-Saint-Paul à l'extérieur. Bien, il est peut-être temps de dire, bien, à Baie-Saint-Paul, on change un petit peu les choses, mais on va pousser pour faire changer encore plus grand parce qu'on a besoin de... Justement, j'ai tellement aimé ce mot-là, d'une architecture des choix qui nous permettent de faire des choix individuels, pas juste la couleur de la voiture qu'on va remplir, qu'on va les faire de plein d'essence dans la nouvelle station qui va être là. Ce n'est pas juste le choix de la couleur de la voiture, mais le choix du transport, prendre le transport collectif. Et pour ça, il faut être impliqué citoyennement. Il faut être impliqué, avoir une implication citoyenne. Puis, je vous le dis là, vous autres, vous êtes là, vous êtes déjà impliqués. Vous avez votre implication citoyenne, sociale, locale. Le problème, c'est que ce n'est pas suffisant parce qu'il y a plein de gens qui pensent même pas qu'ils peuvent s'impliquer de manière citoyenne parce qu'ils n'ont pas le temps, parce qu'ils gèrent les enfants. Puis là, c'est l'heure du bain, puis c'est l'heure de ci, puis c'est l'heure de... Le mardi soir, il y a une activité, c'est leur seul soir pour avoir une activité, aller chanter dans un chœur. On n'a pas le temps de s'impliquer. C'est là qui est le problème. C'est que notre participation citoyenne, au total, au Québec, au Canada, elle ne compte pas. Elle fait partie, elle est en compétition avec les loisirs, elle est en compétition avec nos autres activités, elle est en compétition avec notre travail. Et donc, peut-être que là, il faudrait changer les choses pour faire changer donc les choses, à voir à partir du niveau provincial. Peut-être avec un projet pilote, dire, bon, ça va être votre successeur, peut-être qui piloterait ces choses-là. Avoir un projet pilote pour dire, on a une journée par saison, une journée par mois où les gens ne perdent pas de salaire, les employés, les entreprises ne perdent pas non plus d'employés. Il y a quelque chose qui est organisé pour avoir un congé, non pas férié congé pour se reposer parce qu'on en a besoin. Quand on a juste 2 semaines de vacances par année, on a besoin de nos congés fériés. Mais d'avoir des journées citoyennes, des journées pour dire on est payé ou notre responsabilité, c'est d'aller participer aux activités citoyennes, écouter ce qu'on a à dire, donner notre opinion, écouter ce que les gens ont à dire, participer à la vie de notre quartier, connaître nos voisins, savoir ce qui se passe. Et ça, bien, peut-être qu'on est rendu là. Peut-être qu'après ça, après 2022, on n'appellera plus ça l'agenda 21, on va appeler ça l'agenda Baie-Saint-Paul pour tout le Québec, puis qu'on va aller pouvoir travailler à cette participation citoyenne pour prendre le temps de prendre nos décisions individuelles et collectives à tous les niveaux de l'architecture des choix collectifs. Bon, excusez-moi.
J'espère que vous avez pris des notes, parce que là, une fois que c'est ça. Vous savez, M. Derry va être conférencier demain. Alors, il va nous parler de l'eau et de la consommation un peu abusive qu'on en fait, j'imagine. Non? Oui, non. Ah bon, alors on verra pour demain. On a une dernière intervention, si vous le, à moins qu'il y ait vraiment des gens là qui... Oui, M. le maire, on s'est entendu. Je vais lui prêter le mot de la fin, parce qu'après, c'est moi qui vais vous revenir pour une petite invitation, là. Mais on le garde, OK, comme cerise sur le dessert. M. Frappier? M. Fizette, vous aimeriez parler? OK, avant M. le maire. OK. Merci. Alors, je suis Claude Frappier et j'ai envie de prendre un peu le contre-pied de ce que j'entends. Moi, j'ai fondé le groupe écologiste au début des années 80. On a épluché le rapport Brundtland. On parlait de minuit moins 2. On parlait de développement durable. On disait, il y a une urgence, il faut agir. Et tout ce que je vois à l'écran, on le prônait déjà. Les 3 R, j'ai répété ça à n'en plus finir. Et c'est certain qu'à force de valoriser ces actions-là, il y a eu des progrès. Seulement, ça, c'est au niveau de la responsabilisation individuelle. Et pendant qu'ici, on se penche sur ces questions en espérant que les choses aillent mieux, il y a de grandes corporations qui, sans arrêt, nous assomment à la télévision avec des publicités de camionnettes qui ont les 4 roues en l'air, qui font voler la poussière. Et moi, j'aime ça regarder du tennis ou même du football, mais à toutes les 5 minutes, il faudrait que j'achète un F-150 ou un Ram. Puis si j'ai faim, avec mon Ram, je pourrais m'acheter un hamburger parce que les Big Mac n'est pas loin quand on a ces camionnettes-là. Ça n'a pas de bon sens. Je peux presque plus regarder la télévision. Heureusement, avec la zapette, on peut accélérer des fois. Mais là, je pense que de la responsabilisation, il faudrait quand même passer un peu à la dénonciation. Il y a des gens, là, pendant qu'on est ici, qui pensent à investir des millions pour nous laver le cerveau, pour qu'on soit influencé. Il y a une femme à Radio-Canada qui dit « Je devais aller de Calgary à Winnipeg, puis le système de location d'auto, elle dit « Je n'ai pas d'auto à vous prêter, mais je peux vous prêter une camionnette. » Elle dit « J'ai eu un sentiment de puissance sur l'autoroute, je ne me sentais plus. » Alors, ces véhicules-là qu'on prétend être utilitaires, dans le fond, nous vendent du fantasme, nous vendent un sentiment de liberté, de puissance, et on se fait avoir. Et on n'est pas là pour le dénoncer. On n'a pas de volonté politique affirmée, claire et nette pour mettre un frein à ces exagérations-là. Je vais vous donner un dernier exemple. La Nissan Renegade. Vous savez, en français, Renegade, c'est renégat. Je suis un renégat parce que j'ai pris le volant. Je n'ai pas pris le volant pour aller au GA. Il promène son fils et il dit « Mon père appelait ça la passe du grand grizzly. » Et pendant toute l'annonce, le papa indique à son enfant de 10 ans qui est ravi de l'entendre qu'avec ce véhicule-là, tu vas pouvoir te promener dans la boue, dans la forêt, dans la neige, mais surtout pas en ville. Tu vas avoir du fun. Alors, il coûte 55 000 $, il brûle du gaz, mais Christ que tu vas avoir du fun. Puis il n'y a personne pour mettre un frein à ça. Il n'y a personne parce qu'on se responsable. Moi aussi, les 3 R, là, ça fait je ne sais pas combien d'actions j'ai individuellement faites en me responsabilisant, mais s'il y a des gens derrière qui, à coup de millions, nous préparent des déviations idéologiques, sentimentales ou métaphysiques, bien, je m'excuse, mais on est fait. Si on ne peut pas arrêter ça, on est fait. Alors, je m'excuse, c'était un peu violent, mais je sentais le besoin de me soulager en l'exprimant. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci, M. Frappier. Avant de manquer de temps, je vous le dis, tout à l'heure, il va y avoir un film, un documentaire, La Terre vue du cœur. Il y a un groupe avec M. Hubert Reeves et Frédéric Lenoir, là, des scientifiques, il y a des artistes, il y a plein de gens qui s'expriment sur cette menace pour notre biodiversité. Alors, ils nous présentent ça en nous faisant voir qu'il y a des gens qui, tantôt, font, comme vous dites, la malmènent, cette planète,
et d'autres qui, de plus en plus, sont conscients qu'il faut faire quelque chose pour ne pas laisser la laisser aller. Alors, ça va être derrière Maison Mère. C'est offert par notre partenaire là, qui est depuis... En fait, on fait beaucoup de choses avec eux. Là. Le ciné dans le pré, c'est gratuit. Il y aura un petit peu de... Il y aura de la nourriture sur place. Alors, tantôt, quand on aura terminé notre rencontre, vous serez invités à aller les joindre. Alors, il nous reste 2 interventions. Monsieur Fizette, élu, hein, à Baie-Saint-Paul, c'est ça? Alors, vous avez entendu des messages, Monsieur Fizette? Oui, OK. Et M. le maire là, qui donnera un petit mot pour terminer. C'est bon, oui, j'ai bien compris le message. Bon, écoutez, on peut regarder ça dans une vision macro, comme on peut voir ça dans une vision micro. Évidemment, dans une vision micro, on peut commettre des actes ordinaires de la vie, OK, pour pouvoir améliorer nos comportements face à l'impact sur l'environnement. Sur le plan macro, il faut se rappeler que nous sommes dans un courant de météo qui voyage beaucoup des gaz à effet de serre, puis qui voyage des particules qui viennent d'ailleurs, et puis qui nous passent au-dessus de la tête, puis il y en a quelques-uns qui nous laissent, qui restent sur place, qui nous affectent. Ça nous met ça nous met face à un phénomène d'impuissance apprise, comme j'entendais ce que les autres en disaient. Mais nos actes ordinaires de la vie pourraient contribuer à diminuer les gaz à effet de serre chez nous. Ce qui aurait aussi un petit impact, mais quand même qui pourrait améliorer la qualité de vie de chez nous, pour le moins. Mais on ne peut pas arrêter ce phénomène-là d'une manière drastique. Okay? J'entendais parler tantôt de la question de la gasoline. Ben là, encore au moment où on se parle, on a besoin de la gasoline. Mais il faut investir là-dedans pour qu'il y ait des palliatifs qui pourraient venir corriger ces situations-là, les comportements qu'on a hérités de nos aînés puis qu'on poursuit. Évidemment, la modification du climat, okay, ces changements-là, ils sont très accélérés, puis ils ont des impacts sur la biodiversité. Et la biodiversité, c'est quand même la source de la vie. Et je crois on voit d'ailleurs, j'en ai déjà parlé dans le passé, ailleurs, dans d'autres rencontres, regardez juste la question de la fonte des glaces dans le Nord. On ne me fera pas croire qu'il n'y aura pas des particules ou des bactéries ou des virus qui vont se dégager de là, pour lesquels nous pourrions ne pas être en mesure, au moment où on se parle, d'y faire face. Alors donc, conséquemment, je crois qu'il faut y porter attention pour se préparer à recevoir ces impacts-là. Et moi, quand je dis qu'il faut s'y préparer, je crois que nous devons mettre l'emphase sur la recherche. Alors, la recherche la recherche terrain, pas juste au niveau laboratoire, mais la recherche terrain, pour évaluer les différents impacts sur notre biodiversité, okay, en regardant les phages, les bactériophages, pour voir comment on peut les utiliser pour pouvoir nous permettre de se résigner à ce changement qui est inévitable. Merci beaucoup. Alors, n'oubliez pas, demain, ça commence à 9 h. On a une série de conférenciers. On l'a dit tout à l'heure, Mme Varidel qui va être là. On a M. Derry qui aussi va nous faire une conférence. On aura M. Étienne Berthold qui nous présentera le projet du potager. On aura Mathieu Tremblay qui, lui, nous présentera le projet biomasse. Donc, ces deux projets-là sont des manifestations concrètes qu'on peut agir des fois autrement, de différentes façons. Et nous aurons aussi Oui, Madame
Liliane Diaz, qui viendra nous parler du développement durable pour les communautés locales. Alors, 5 conférences bien garnies avec une projection de film au terme de tout ça. Alors, on compte sur votre participation. Il y a encore de la place. Vous vous inscrivez en grand nombre. On va être bien contents. Alors, ce n'est pas tout à fait le programme. Le programme n'allait pas se dérouler tout à fait comme ça, ce soir. Là. On pensait une période un peu plus contenue. Mais on est content, surtout du fait que vous avez d'emblée participé de manière spontanée. Puis ça, c'est merveilleux. Tu n'as presque pas eu de travail, Sébastien. C'est parfait. Hein? Ça veut dire que j'ai réussi. Hein? On a appuyé, puis c'est parti. C'est ça que je voulais. Je suis vraiment content. Bon, ben alors, c'est formidable. Puis, merci, puis on aura sûrement l'occasion de se reparler. Monsieur le maire, vous aviez une intervention, puis du même coup, ben, vous ferez le mot de la fin. Moi, je tiens à dire merci à tous ceux qui participent là, à la préparation puis à la conduite de ce colloque, que ce soit au niveau de l'organisation, de la logistique ou à tous les niveaux. Alors, monsieur le maire, je vous laisse le mot de la fin. Il ne reste plus grand-chose. Mais rapidement, mais là, tantôt, je voulais prendre... Là, je suis un peu décalé. Je voulais réagir à toute la question du transport, puis la question de la dame là, qui parlait de son bac. Mais quand même, sur la question des transports, parce que vous avez dit, avec la pandémie, le transport, mais ça fait longtemps que le transport interrégional, il coupe partout. Ce n'est pas la pandémie qui a amené ça. Et je sais, je suis allé déjà, moi, comme président de la CRE, défendre face à Orléans Express qui voulait couper, qui ont coupé plein de destinations. Là. Puis Intercar, nous, on travaille avec eux, c'est des partenaires au niveau de la MRC. Et le message que vous avez passé, on va sûrement en reparler, mais c'est pas facile. Mais je vous le dis, mais par contre, je ne garantis pas qu'on va régler quelque chose, mais on va le travailler parce que c'est un partenaire. Mais c'est pas facile à ce niveau-là. Mais là, c'était, en tout cas, c'était là-dessus, c'était aussi... Mais quand j'entends tout ce que j'entends, moi, comme élu, en 30 ans, quand je suis arrivé là, tout jeune, là, je dis, on va tout virer ça à l'envers. Vous allez voir. On n'a pas viré tant que ça. Et j'ai appris à monter les marches, l'escalier, une marche à la fois. Et j'ai beau, là, tu sais, j'ai beau m'asseoir et dire, bien, Caroline, ça ne va pas à mon goût, puis c'est pas de même. Puis pendant qu'on tricote à une place, ça détricote ailleurs, puis que c'est. Mais à quelque part, moi, je reste assez fier du bout qu'on a fait, globalement. Puis ensemble, je ne parle pas juste pour le conseil, je pense comme société, puis à Baie-Saint-Paul particulièrement. Il y a des ratés, on ne peut pas penser à tout. Il y a aussi des conflits. Tu sais, on parlait des îlots de chaleur tantôt, ça me faisait penser. Écoutez, là, quand on dit à des gens, nous, qui font une construction, on dit maintenant, il n'y a plus d'asphalte, viendrez voir ce qu'ils nous répondent. La bonne asphalte du bon Dieu, là, c'est bon. Hein? Non, mais moi, c'est ma joke, souvent. Parce que très important, ça, c'est très important. Mais c'est, écoutez, on a à... Et là, on tombe dans toute la question de sensibiliser. Hein? Puis là, c'est sûr qu'il faut continuer de le faire, il ne faut pas lâcher. Mais en même temps, il faut passer à l'action, il faut appuyer des initiatives, il faut être vigilant. Et je pense que c'est ça notre rôle comme élu. On ne règle pas tout, mais tranquillement. Moi, je pense, et c'est, quand tantôt je disais, nous, à l'agenda 21, moi, puis je le dis encore, un signal qu'on se donne collectivement. Puis je sais que pendant ce temps-là, il y en a qui... Tu sais, il y en a plein qui conduisent leur gros pick-up puis qui font... puis moi-même. Mais à travers ça, je pense que globalement, il y a de plus en plus de gens qui sont sensibilisés. Au niveau de nos organisations municipales, puis à tous les niveaux, de plus en plus on travaille ces aspects-là. Il y a de plus en plus de la nouvelle génération qui arrive avec ce qui nous pousse aussi. Puis je pense que tranquillement, ils vont nous pousser à avancer là-dessus. Fait que moi, je reste confiant, pas optimiste, confiant dans l'avenir, dans ce qu'on peut faire, malgré ce qui nous est présenté, puis tout ce que tu veux. Moi, je suis confiant parce qu'il y en a d'initiatives, on a entendu, puis il y en a de plus en plus. Donc, puis à un moment donné, vous savez, les grosses entreprises, les gouvernements, ça tombe...
faut pas lâcher au niveau citoyen, au niveau des associations de citoyens, il ne faut pas lâcher, puis tranquillement, ces gens-là, vous savez, regarde la question des autos électriques, là. Ça fait longtemps qu'il y en a, on pourrait travailler, mais là, on sent vraiment qu'il y a quelque chose qui s'en vient. Là, vous allez me dire, oui, mes autos électriques, c'est nuisible aussi pour l'environnement, mais écoute, au moins, on peut faire un bout, là. Et il y a quand même plus de travail qui se fait. Mais pourquoi? Parce que les consommateurs, parce que les gens les demandent et les enjeux sont devenus importants. Puis, je pense qu'il y a quelqu'un qui a parlé des gouvernements. C'est Mme Varidel qui a parlé de toute la question gouvernementale. On a beau... Il faut que ça soit arrimé, ça. C'est bien beau, là. On dit, oui, nos petits gestes. Mais nos petits gestes, s'il n'y a pas de gros gestes à quelque part, là, il faut que ça soit arrimé, ces choses-là. Mais moi, je pense que de plus en plus, on sent quand même qu'il y a une volonté de plus en plus de gens, à la fois individuellement, mais aussi des gens qui veulent s'impliquer collectivement pour faire avancer des choses. Puis vous en faites partie parce que vous êtes là. Bien, merci. Bonne fin de soirée et à demain.